Madame, comment ça va? Bonjour Gisèle. Je suis très content d'être ici et de vous avoir tous. On est parti pour un événement spécial. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Wouh! C'est la fête nacional. Allez les bleus! Bleu, blanc, rouge. Então pronto, sejam bem-vindos. Bonjour a tous. É um prazer de estar aqui com vocês. A gente vai começar um evento pequeno, diferente, interessante para trazer informações para vocês, ok? Primeiramente, eu gostaria agradecer mais uma vez quem participou do curso que a gente fez, né? A 1.1. E eu gostaria de premiar alguém desse grupo, ok? Essa pessoa vou apresentar agora, né? Ela já deve estar sabendo, porque ela conseguiu um bom resultado, conseguiu na primeira prova um resultado de 138 pontos de 150. Então, parabéns, bravo. Então, parabéns a Andresa Souza. Uhul! Parabéns, Andresa! Yeah! Então, Andresa, ela foi a melhor, né? Que deu o melhor resultado, muitos esforços e realmente foi show de bola. Parabéns a você. Então, alguém vai nos apresentar agora, né? O prêmio vai ter que ir buscar, né? Um dia depois da pandemia, talvez em 2021 ainda. Então, Mariana, bonjour Mariana. Comment ça va, Mariana? Ça va bien, Ça va? Alors voilà un petit vin français pour Andresa. Bravo, Andresa. Hey, c'est super. Então, é isso. Antes de tudo, eu queria só apresentar para vocês, para quem não conhece o nosso curso, e dar uma olhadinha no que se trata, ok? O curso é para iniciante, a gente fez um curso de 26 horas até agora, e a gente vai começar a 1.2 daqui a pouco, ok? A 1.1, para quem quer começar, está à disposição, certo? Eu vou passar para vocês o site a seguir aqui, né? Vocês podem ver, passar para pessoas, vocês podem ver a aula experimental para saber se é realmente isso que vocês querem, se vocês querem aprender francês comigo. E pode ser live, se vocês já têm um certo nível, ou gravado, ok? Muito bem. Então, é isso aí. Hoje a gente tem um convidado especial, ok? Esse convidado, ele se chama Sébastien Théveny. Vamos lá? Tu es où, Sébastien? 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 J'arrive, bonjour. Oh, bonjour, monsieur, comment ça va? Ça va? Et Oui. vous, monsieur? Ben, écoutez, super. Oh, il est là, Sébastien Théveny. Bon, Salut. Ravi de vous avoir, mon cher. Ok. Ravi aussi. Eu vou apresentar Sébastien Théveny, ele é escritor, ele é meu primo, na realidade, né? Por isso que foi fácil marcar com ele hoje. Dia 14, normalmente todo mundo tá tomando todas, tá? Mas hoje não, ele tá aqui. Coucou, Sébastien. Alors, então, Sébastien é escritor, ele vai falar mais um pouquinho do que ele faz, né? Mas hoje ele vai falar da história do dia 14 de julho, ok? História, evolução, anedotas, etc. Ok? Ele vai falar em francês, tá bom? A gente vai fazer uma brincadeira de ping-pong, ele vai falar, vou traduzir, ou não, se for fácil. Então, boa sorte para quem não tomou aulas de francês, viu? Sébastien, ça va? Fabrice. Oui, ça va. On va commencer, Sébastien. Tu vas nous parler du 14 juillet. Pourquoi le 14 juillet? Qu'est-ce que c'est que le 14 juillet? Alors, pourquoi le 14 juillet? Pourquoi la Révolution, d'ailleurs? Pour quelle révolution? Dans la Révolution, il y a une date majeure, c'est le 14 juillet. Il y en a d'autres aussi.
mais celle-là est très très importante. Na Revolução, então, tem essa data muito importante, é essa. Tem outras importantes, mas é a data mais importante da Revolução. Et en fait, cette date, elle est spéciale parce qu'elle a vraiment marqué le début de... Il s'est passé vraiment quelque chose de très très fort ce jour-là, c'est la prise de la Bastille. Ok, então esse dia ele é importante porque aconteceu algo muito forte, foi a queda da Bastilha. Em francês a gente diz a tomada da Bastilha, né? Em português, em português on dit la chute de la Bastille. Ok? Continuez mon cher. Alors, en fait, pourquoi le peuple est arrivé, a pris la Bastille, a fait tomber la Bastille? C'est assez simple. Il y a 3 raisons. La então tem 3 razões porque o povo tomou a Bastilha. La première, c'est parce que c'était la famine. Il y avait eu des très mauvaises récoltes de blé, donc il n'y avait plus de blé, donc il n'y avait plus de pain, et les paysans, le peuple, avait faim. Primeira razão é a fome. O povo estava com muita fome, teve uma colheita muito ruim naquele ano, então o povo estava reclamando sobre fome. Queriam pão. E não tinha o pão, o preço era muito alto. La deuxième raison, c'est politique. C'est parce que jusqu'ici, il y avait le roi, la noblesse, et le clergé, l'église. Et à côté de ça, il y avait le peuple. Et le peuple, il ne voulait plus de roi, il ne voulait plus être commandé. Voilà. A segunda razão é que tinha o povo de um lado e do outro lado a nobreza e a igreja, né? O clergé. E o povo não queria mais essa dominação sobre sobre ele. Et la troisième raison, c'est parce que à cette époque-là, la France était en guerre déjà et entourée par des troupes des pays ennemis, des pays d'Europe, des autres monarchies. A terceira razão era que a França já estava cercada de tropas de outros países e tinha um certo medo da situação. Ok? Voilà, super. Donc tout ça fait que ce jour-là, le peuple français a voulu se révolter et en même temps se défendre contre les troupes qui encerclaient Paris. Donc les troupes des autres pays encerclaient Paris. Donc il fallait trouver des armes et de la poudre à canon. Então, para se defender dessa ameaça, porque tinha tropas ao redor de Paris, o povo teve que achar armas e pólvora. Et les armes, elles se trouvaient d'abord aux Invalides. Donc, ils ont pris d'abord les Invalides pour aller chercher des armes. Et comme c'était des armes et des canons qui marchaient avec de la poudre, il fallait trouver de la poudre. Et cette poudre, elle se trouvait à la Bastille, justement. Et la Bastille, c'était une prison. D'accord. Então, é isso. Foram 2 etapas. A primeira, eles foram para Les Invalides, né? A gente pode ver a foto agora. E ali tinha as armas. Mas armas sem pólvora não dá nada. Então, onde era a pólvora? Na Bastilha. Foram para a Bastilha para tomar a Bastilha. Pólvora et canhões também. Voilà, donc la prise de la Bastille, c'est ça, le peuple qui entre dans cette prison. Alors aujourd'hui, en français, d'ailleurs, il y a le mot embastiller, le verbe embastiller, ça voulait dire mettre en prison. Donc là, la Bastille, elle est prise, ils prennent les armes, ils prennent la poudre et ils libèrent des prisonniers qui étaient là, dans cette prison-là. Il y avait 7 prisonniers. Então, a Bastilha era uma prisão, né? Tinha 7 prisioneiros. Dizem também que a Bastilha era a prisão onde o rei tinha qualquer direito
tinha o direito de poder colocar qualquer pessoa na Bastilha sem julgamento. Tinha 7 prisioneiros, né? E nesse dia eles liberaram eles, né? Uhum. Alors, si, il y a aussi une anecdote amusante. Le jour du 14 juillet, Uhum. le jour de cette prise de la Bastille, le roi donc de France, Uhum. le roi Louis XVI, comme beaucoup de jours, il avait le temps de faire ça, il allait à la chasse. Uhum. Et ce jour-là, il a tué aucun gibier. Donc quand il est rentré à la maison, enfin au château de Versailles, on lui a demandé, il écrivait dans son carnet tous les jours combien il avait tué de cerfs ou de chevreuils, etc. Uhum. Et ce jour-là, il a rien tué. Donc sur son carnet, le jour du 14 juillet 1789, Uhum. il a marqué rien, Ok. comme si c'était rien passé ce jour-là. Então, uma Mais anedota muito interessante é que naquele dia o Luís XVI, né, Luís XVI, foi para caçar, né, um dia normal. E naquele dia ele não matou nem pegou nenhum animais. E o que aconteceu? Ele tinha um diário, né, dele mesmo, e ele escreveu nesse diário nada. Então, como se nada tivesse acontecido naquele dia. Continue l'anecdote. et oui, et donc le lendemain, il a su que le lendemain, ce qui s'était passé, donc le 15, et à Versailles, en voyant le duc de La Rochefoucauld, celui-ci annonce à Louis XVI la prise de la Bastille. Et le roi, il demande, c'est une révolte? Et l'autre, il lui répond, non, sire, c'est pas une révolte, c'est une révolution. Então, Beaucoup plus grave. É isso, c'est ça. O Luís XVI, na realidade, acordou no dia seguinte, no dia 15, né? Ele não sabia, e o La Rochefoucauld chegou para informar a ele a queda da Bastilha, e a informação em geral. E ele fez o quê? Ele falou, é uma revolta. E o La Rochefoucauld falou, não, sir, é uma revolução. Donc voilà, c'est vrai que la différence entre une révolte et une révolution, c'est que la révolte, c'est le peuple qui bouge, qui conteste. La révolution, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne, qui change. Et donc, depuis ce jour-là, le monde a changé en France. Uhum. Então, é isso. Dans le monde. Entre revolução, a palavra revolução e revolta tem um peso bem diferente. Revolta é um movimento de pessoas que tem uma reclamação. A revolução é para mudança mesmo. Uhum. Alors, dis-moi de quoi tu veux parler maintenant. Bon, on peut continuer. Je pense que on avait parlé des légendes, d'accord? Maintenant, on va parler des symboles de la Révolution. Les symboles. Ouais. Alors, il y en a plein. Vive la Révolution, nous dit Julien. Donc, l'un des premiers symboles, c'est le bonnet phrygien. Ok. Então o primeiro símbolo é le bonnet. Foi mal. Le bonnet phrygien. É quase esse aqui, né? Mas ele tinha um formato différent, ok? Et le bonnet phrygien, comme on l'explique ici, ça date de l'Antiquité, où chez les Grecs et les Romains, lorsque les maîtres libéraient, émancipaient leurs esclaves, les esclaves avaient le droit de porter ce bonnet phrygien. Ça les identifiait. Ça voulait dire qu'ils étaient maintenant libres. Donc, c'est le symbole de la liberté de cette Révolution française. Então, esse chapéu, chamado frigien, ele tem uma origem muito antiga, né, dos gregos romanos, e era para marcar, vamos dizer, um escravo libertado. Quem tinha esse chapéu era considerado libertado, então ele já tinha outro status na sociedade. Donc c'est pour ça que ça a été utilisé pendant la Révolution française alors.
Voilà, parce que la Révolution française, alors on le dit peut-être plus loin, il y a la devise de l'État français aujourd'hui, pas de la France, c'est donc liberté, égalité, fraternité. On en parlera aussi. Il y a évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Oui. qui a été créée, écrite à la Révolution. Et la première phrase de cette déclaration, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Então a gente sabe, né? Liberté, égalité, fraternité foram três palavras que saíram dessa revolta e teve a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, que saiu alguns anos depois, mas faz parte desse movimento. Et tu peux répéter, pardon, la phrase qui a été dite? Chaque homme naît libre, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Então a frase que saiu, né, foi: todos seres humanos nascem iguais, com igualdade nos direitos. Et égaux en droit. Égaux en droit. Nascem com todos os mesmos direitos, pardon. Très bien. Et en fait, tout ça, ça veut dire, voilà, avant, il y avait trois ordres, on disait tout à l'heure. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Donc, c'était soit on était maître, on était riche, on était propriétaire, soit on faisait partie de l'Église, soit on était tout le reste des gens. Et depuis ce jour-là, ça voulait dire que tout le monde é igual dès la naissance. Então, a partir do momento que teve essa lei, essa regra, aussi, né, o ponto dos direitos humanos, não tinha mais diferença entre as pessoas da nobreza, da igreja ou do povo, né? Todo mundo tinha os mesmos direitos, ok? Très bien, super. Apparemment, on va parler des pics sur la tête des aristocrates. Oui, alors, ça, c'est une image populaire qu'on a de la Révolution. C'est quand on imagine ces paysans qui avaient des pics avec lesquels ils allaient au travail, d'ailleurs. C'est ça, Révolution. Voilà, il y a eu des jours où ils avaient accroché la tête de ceux à qui ils avaient coupé la tête, donc de la guillotine. Ils avaient quand même accroché la tête de certains nobles au bout de leurs pics et ils se promenaient avec les pics comme ça par-dessus les murs de Versailles et du Louvre. Donc c'était une ambiance sympathique, dirais-je. C'était la fête, quoi. C'était la fête. Então, é isso. Teve esse momento onde, quando eles começaram a executar os nobres, né? E teve alguns dias que eles estavam na rua com ferramentas, né? Que quase que nem a minha ferramenta aqui, colocando as cabeças dos nobres, atenção Lucas, né? Nobre, em cima e mostrando para a população, andando nas ruas e colocando isso, o medo. La grande peur, d'ailleurs. Ouais, la terreur. La terreur, c'est vrai. Alors, voilà. En parlant de terreur, on va passer par la guillotine, évidemment. Évidemment, ça aussi c'est un symbole de la Révolution. Bon, elle existait déjà depuis un moment, la guillotine en fait. Bon, lorsqu'il y avait des exécutions auparavant, il y avait d'abord le bourreau qui souvent tranchait la tête avec une grosse hache tranchante sur la tête sur le billot, sur un bout de bois, et on tranchait comme ça. Alors après, on a amélioré un peu les choses. On a créé la guillotine, c'était plus sympa. Le bonhomme, on pouvait l'allonger, il était bien tranquille. La tête, elle tombait dans un seau, c'était plus propre. C'était bien. Então, chegou o senhor Dr. Guillotin, que criou, na realidade ele não criou essa guilhotina, ela já existia e era
já utilizada na Itália antes, mas ele industrializou, vamos dizer, a utilização. E ele ofereceu isso para o rei naquela época e os deputados e foi adotado. Antes disso, quem era executado por espada, né? O esquartejado também, esquartejados então era uma sofrência terrível. O senhor Guillotin disse um dia que, na realidade, era um avanço tecnológico para evitar fazer sofrer as pessoas, que sejam nobres ou pobres. Todos tinham também o direito de morrer sem sofrer. Et je vais rajouter une anecdote à ça. Disent-ils que le jour où ils ont exécuté la première personne, le peuple a été complètement déçu de la situation puisque c'était trop rapide. Ah oui, ouais, ça tranchait d'un coup. Pas tout à fait d'un coup, parce que justement, le docteur Guillotin, lui, il a amélioré la lame qui avant était droite comme l'épée, et des fois ça ratait, fallait recommencer. Alors que là, en biais comme ça, ça coupait net. Então, o senhor Guillotin, ele melhorou a guilhotina. Antigamente a lâmina era reta e às vezes cortava na metade, imagina. Né? Aí ele botou assim e de repente tinha uma execução melhor e cortava direto a cabeça. Bon, c'est terrible. En hein? fait, Oui. c'est simple parce que c'est comme si on coupe du saucisson. Pour couper du saucisson, on le coupe pas comme ça. C'est On vrai. met la lame en biais. C'est vrai. Voilà. Ele diz que é que nem cortar uma salsicha, né? Dura. Se você vai assim, não dá, não faz nada, né? Mas se você fizer assim, vai funcionar, né? Voilà. Et isso. la dernière anecdote sur le docteur Guillotin, Oui. c'est qu'on a longtemps dit que le docteur Guillotin avait été guillotiné par son invention. C'est faux. En fait, il y a bien eu un docteur Guillotin un monsieur Guillotin qui est mort guillotiné, mais c'était pas celui-ci, c'était pas le chirurgien. Ok, então finalmente se disse que o senhor Guillotin, que inventou a guilhotina, foi morto pela guilhotina mesma, mas na realidade não é a realidade, ok? Foi outra pessoa com o mesmo nome. Super. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire, mon cher ami? Alors, on peut parler évidemment de la cocarde tricolore ou du drapeau tricolore, le drapeau français là que tu portes si bien sur la tête. Donc ça, c'est le symbole de la France depuis la Révolution. D'accord. Puisque avant le symbole de la France, c'était le drapeau blanc, la fleur de lys, tout ce qui était royauté, quoi. Et pourquoi ces trois couleurs-là? C'est très simple. Elle a été voulue pour faire la fraternité entre la noblesse et le peuple, puisque le blanc symbolise en fait le roi, c'est la couleur du roi, et le bleu et rouge, c'était les couleurs de la ville de Paris, donc du peuple. Du coup, le peuple et le roi étaient réunis d'abord dans une monarchie constitutionnelle, etc. On va pas entrer dans la politique. Não, personne ne veut ça. A gente vai explicar um pouquinho a cocarde. Ela foi institucionalizada naquela época, né? E apareceu as três cores. Essas três cores, antes de ter um símbolo nacional, né? Que virou um símbolo nacional, antes era da realeza, que era tipo a flor de lis, etc. E pronto, teve que renovar essa imagem. Essa imagem foi renovada com essas três cores, né? Disse-se que o branco era a cor do povo e o azul e vermelho da realeza. E os dois, vamos dizer que simboliza que a realeza também levou o povo junto, né? Ok? Très bien. 138, le rouge à l'extérieur. Très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre, mon cher ami Babas? Alors, j'ai
quelque chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, hein, Oui. enfin, dans le PowerPoint, Oui. mais qui est essentiel quand même, qui est un symbole de la France, c'est le coq. Oh, oh, Oui, oh! le, Celui-là? le coq, ouais, le Ah, on l'a coq pas ici. français. Hein? Eh oui, le Non, coq non, on l'a français, pas. c'est vrai. Bon, alors, Non, ça du date pas de coq. la Non, je disais. Révolution, mais donc il y a une marque une marque sportive, le Non. coq français, hein, d'ailleurs. Le coq français, oui. Existe à Voilà. marque, hein, le coq français. Ouais. Uh-huh, Et uh-huh. pourquoi c'est le coq, c'est le symbole de la France et des Au Français? galop. Ben, c'est très simple parce que et d'ailleurs, oui, on va le comprendre ici forcément en portugais, c'est Mhm. que les Français auparavant c'était les Gaulois Mhm. à l'époque de la Gaule et la gallo-romaine, Mhm. et en fait en latin euh, le coq ça se dit Gallus. Mhm. Gallus, Gaule, Gaulois. Donc voilà, c'était tout trouvé. En fait, ça vient Ah, des Gaulois. oui. Et, Mhm. et Então, je vais ouais, pardon, juste pour faire une ouais, petite vírgula. Então, é interessante, o símbolo da França também é o galo, né? E antes disso, isso vem dos gauleses, né? E o latino é Gallus, Gallus, que vem de galo, então virou o símbolo da França também, ok? C'est intéressant d'ailleurs, le coq, c'est le seul animal qui a un chant différent dans chaque pays. ouais. Uh-huh. En Angleterre, c'est cock-a-doodle-doo. En français, c'est cocorico. Et en portugais, c'est cocorico. Hein? Et dans d'autres pays, c'est encore différent. Voilà, c'est intéressant. Pardon. En espagnol, c'est Ah, kikiriki. voyez, en espagnol, c'est kikiriki. Bon, donc Voilà. c'est bien. Et, pour le coq, j'aime rajouter aussi que il y a cette expression qui dit que les Français sont fiers comme des coqs. Voilà, parce que le coq, c'est amusant quand même. Le coq, c'est le seul animal qui est fier comme ça, qui se dresse, qui arrive à chanter, mais c'est le seul animal qui chante même quand il a les pieds dans la merde. Então, tem uma imagem também que os franceses estão orgulhosos que nem um galo, né? E ele diz, sabe, a posição dele, muito, muito orgulhoso assim, mas é a única pessoa, o único animal que está orgulhoso, mas tendo os pés na merda. Foi isso mesmo. Super, Babas. Donc, le coq sportif, symbole de la France aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on allait parler aussi. Les sans-culottes, mon cher ami. Les sans-culottes, voilà, les sans-culottes. Bon, ça, les sans-culottes, c'est effectivement ça désignait certaines personnes, effectivement, qui portaient ces pantalons longs qui tombaient, voilà, sur les chevilles. C'est la tenue, en fait, qu'on imagine du révolutionnaire. D'ailleurs, on le voit ici avec la pique qu'on évoquait tout à l'heure, quoi. Voilà, le bonnet rouge, enfin là, il y a tout la cocarde, etc. Então, aqui a gente pode ver aquele revolucionário, né? Que tinha, então, a gente chamava de sans-culotte. E culotte em português tem um sinônimo, um significado muito diferente, né? Mas pra gente tem dois. Antigamente, hoje como se diz? Calcinha, né? Mas antigamente era uma peça de tecido que era vestido pelos nobres. Então, o revolucionário tirou essa parte do vestido, né? Das roupas, e ele se chamou sans-culotte, sem culotte, né? Sem a culotte. Bom, hoje, em português, é outro significado mesmo. Très bien. Super. Donc, on a parlé de la cocarde. Oui? Non, ça me fait penser à une chanson de Michel Sardou qui parle de la Révolution aussi, où il dit mes aïeux étaient patriotes, mais n'étaient pas des sans-culottes, car n'en déplaise à Robespierre, le fait de gouverner cul nu n'est pas un brevet de vertu. Voilà. Ok, c'est très beau. C'est difficile à traduire, n'est-ce pas? Oui. Assez, oui, assez. Bon. Gisèle, vous pouvez, s'il vous plaît
On fera passer plus tard. Très bien, super, Babas. Et finalement, donc, tout ça pourquoi Révolution, République et les droits de l'homme, la déclaration, n'est-ce pas? Et oui, la déclaration qui est le résultat vraiment le résultat politique et humain, surtout, sociétal, sociologique, humain, qui est né de cette révolution. Donc, à partir de ce jour-là, le monde d'avant est terminé, la royauté, c'est fini. On a une assemblée qui s'est réunie, au jeu de paume, d'ailleurs, ça c'est un des symboles aussi, et on a créé, les trois ordres se sont quand même réunis en partie, le roi leur a dit d'ailleurs à la noblesse et au clergé de se réunir avec le... Mais au début, il a dit foutre, réunissez-vous. Ouais. Et cette assemblée qui s'appelait la nouvelle Assemblée nationale, l'Assemblée nationale aujourd'hui qui existe encore, cette appellation, elle a mis en place ce texte avec toutes les lois qui font que les hommes sont libres, égaux, en fraternité, et voilà. Ok. Alors, super, merci. Finalmente, tudo isso para quê, né? Essa revolução chegou a criar a Primeira República e a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. E isso aconteceu pela fusão das ordens, né? Da nobreza, da igreja e do povo. Antigamente, era só 3 votos, mas cada deputado chegou a votar e tinha realmente a criação depois da Assembleia Nacional, que existe até hoje, né, onde cada deputado dava o seu voto e tinha uma votação mais regular. E é isso, c'est ça. Merci, Babas. Alors... Eh bien... Super, não, c'est pas terminé, je veux dire, on va continuer. A gente vai falar agora da cerimônia, da evolução da Fête Nationale Française du 14 juillet, né? A gente vai ver como está sendo celebrado esse dia. Alors, vas-y, raconte-nous comment c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui précisément, c'est quand même un peu spécial puisque on est dans le confinement et le post-confinement à cause du Covid. Donc cette année, c'est un peu différent, mais tous les ans, évidemment, c'est la grande fête nationale. Et donc, il y a différentes choses dans tous les villages. Il y a pour parfois des commémorations aux monuments aux morts dans certains villages. Et puis, très souvent, c'est la fête avec un bal populaire, avec des pétards, avec des feux d'artifice. Donc ça, c'est pour la partie de chaque village. Et bien sûr, à Paris, notamment, sur les Champs-Élysées, il y a le grand défilé de toutes les forces armées françaises, de terre, de mer et des airs. Voilà, un grand défilé devant le président, le premier ministre, le gouvernement. Então é dia especial porque temos hoje grande desfile militar, mas hoje precisamente não aconteceu nada do normal, porque não teve essa grande festa como normalmente acontece nesse dia. Normalmente tem uma festa festas em todos os vilarejos, né? O ano passado a gente estava em Rizzo-Corbuchet City para comemorar nosso vilarejo de infância e era algo bem bacana, bem legal. E é isso, não é a mesma coisa, mas é isso, desfile militar para mostrar a força armada do país. Esse ano, só para adicionar, esse ano teve desfile do corpo medical, né? Que foram todos que ajudaram, que são médicos, enfermeiras, ajudantes, etc., assistentes, enfim, todos bombeiros que ajudaram nessa pandemia. Eu acho que eles não acabaram a missão deles, né? Vai continuar, infelizmente. Alors, c'est ça.
qu'est-ce qu'on peut dire à propos du feu d'artifice? On va voir à la fin le feu d'artifice, d'accord? Mais on peut parler du défilé. On va passer une petite vidéo de la patrouille de France. Ouais. Ça marche? Tu Oui. nous parles un peu de la patrouille de France? Alors, je ne suis pas Michel Chevalet, donc je Ah, ne pourrais pas commenter oh. aussi bien l'aviation comme il le faisait, mais Ah, il y a un petit problème. ouais. L'avion s'est La, écrasé. la patrouille de France, en fait, c'est une patrouille, une équipe d'élite des pilotes de l'armée de l'air française, qui est une équipe, en fait, une escouade, on va dire, une escouade vraiment de pilotes fantastiques qui sont des militaires à la base, mais qui ne sont pas des pilotes de chasse, puisqu'ils ne sont pas destinés à faire la guerre, eux, mais ils sont destinés à faire du spectacle. Et c'est un show magnifique d'acrobatie aérienne, millimétrée. Ils sont assez incroyables. Faut les voir déjà aussi s'entraîner, réviser mentalement ensemble comment ils vont voler, etc. Et parfois, les avions sont presque elles contre elles, quoi. C'est Je impressionnant. comprends. Et ils dessinent avec leur réacteur. Ils ont des fumigènes de couleur bleu, blanc, rouge. Et avec ça, ils font évidemment le bleu, blanc, rouge. Et parfois, ils font des figures, ils dessinent des choses. Então, a patrulha, para resumir, né, são aviões, pilotos, eu acho que são 6, 7 pessoas, e eles voam juntos. Naquele dia de 14 de julho, eles têm atrás a fumaça das cores da França. Eles estão altamente treinados e fazem um espetáculo maravilhoso para ver, né? Infelizmente, nós não vamos poder ver o vídeo hoje, c'est dommage, ok? Pronto, Babás, merci. Eu gostaria falar sobre seu trabalho. Babás é o sobrenome dele. Oui, Babás, vas-y. N'oublions pas, on a quand même passé très rapidement, on a parlé de Marianne, mais très vite, on l'a évoqué. Ça, c'est aussi un des symboles de la République française. Oui. On a évidemment aussi la Marseillaise, la chanson patriotique. Évidemment. Hein, voilà, c'est tellement évident qu'on l'a oublié. On l'oublie. Qui était une chanson militaire pour l'armée du Rhin, qui allait combattre les Prussiens. Et puis, ce qu'il faut bien aussi noter, c'est que le 14 juillet, on fête aujourd'hui le 14 juillet, mais on fête pas la prise de la Bastille du 14 juillet, mais on commémore plus, ça existe depuis le 14 juillet 1790. L'année suivante, ça a été instauré par Robespierre. Ça s'appelait la fête de la fraternité, où justement c'était pour réunir tout le monde. Donc c'est en fait le 14 juillet, c'est la fête de la fraternité et non pas la célébration de la prise de la Bastille. Então, afinal, a celebração não é a queda da Bastilha, mas a festa da fraternidade, né? Isso, essa festa, esses eventos chegaram a que a música, o hino nacional, né, de La Marseillaise, e ela vem de militares de início, era um canto militar, né? Se vocês já estudaram La Marseillaise, não é nada simpático, né? Mas ela é bonita. C'est une belle chanson, n'est-ce pas? Alors, Babas, on va terminer ici. On va parler de ton travail. D'accord? Então, Sébastien Babas, ele é autor, autônomo, a sucesso. Ele conseguiu fazer dessa profissão, dessa paixão uma profissão. E hoje ele chegou a escrever combien de livros, Babas? 6 romans. Então, alors, 6 romances, né? Tu peux parler un peu de tes romans, faire un résumé, s'il te plaît?
Alors, un résumé, je vais pas faire les six parce que ça va être un peu long, Si, si, mais c'est des romans qui sont donc en fait des polars, des suspens, des thrillers, dont beaucoup tournent autour des secrets de famille. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup explorer, les secrets de famille. Alors, on le voit derrière toi, il y a un livre, Un frère de trop. Oui, Euh, oui, oui, j'en ai d'autres voilà, ici. ouais, Regardez, j'ai voilà, ça. j'ai la version là. Uh-huh, Euh, donc, Trouble jeu, c'est pareil, ça tourne autour d'un secret de famille. 8 minutes de mhm, soleil en plus, c'est aussi c'est une très belle histoire entre un père et mhm, son fils qui est mhm, atteint de mucoviscidose. Euh, donc c'est une histoire mhm, d'ailleurs, 8 minutes. Euh, c'est- mhm, il y a une histoire dans l'histoire. Ce livre, en fait, il est euh, il est devenu lauréat. Enfin, il était finaliste des plumes francophones sur Amazon. mhm, mhm, Et j'ai eu la chance dernièrement de signer avec Amazon Studio pour une adaptation en série ou en film mhm, qui sortira peut-être sur Amazon Prime Video, la plateforme mhm. de streaming. Super. Então, para resumir, Sebastião escreveu seis romances, né? O primeiro foi esse, uma história de família com alguns dramas muito interessantes. Foi o primeiro sucesso dele, Un frère de trop, né? Um dos grandes sucessos. E, finalmente... O que você quer dizer? Hã? Babas? Hein? Tu m'entends? Je suis là. Uhum. E finalmente, 8 minutes de soleil en plus. Esse livro ganhou um prêmio numa seleção na França, Les Plumes, comment tu dis? Plume francophone, prix du jury. Les Plumes francophones, le prix du jury. E esse livro foi selecionado para virar um filme no Amazon Prime. Então, possivelmente, a gente vai ver essa história no Amazon. É isso. Bravo. A gente vai passar alguns links aqui, especialmente de 8 minutes de soleil en plus, ok? Vocês podem clicar, ver e comprar o livro de Sebastião. Ele escreve muito legal, viu? Muito interessante. Não é nada fácil, ok? Mas quem quer, consegue. Babas, c'est ça, hein? Je te remercie beaucoup de ta participation. Ça a été vraiment un plaisir de passer du temps avec toi. Mais moi aussi, c'est un vrai plaisir. Moi, j'aime bien parler de la France, parler des livres aussi. Voilà. Et c'était très sympathique avec tes élèves, là, bien. C'est super. Muito obrigado, Babas. On va finaliser cette vidéo, cet enregistrement avec le feu d'artifice de Paris. A gente vai ver o fogo de artifício de Paris, se funcionar, obviamente. A gente vai finalizar aqui. Eu acho que é isso. C'est comme c'est parti. On va entendre la Marseillaise. Este fogo de artifício não era do ano. Cocorico! Foi em 2017, né? Este ano vai ter também, mas ninguém na rua. É isso. Então a gente vai ver alguns minutos, aproveitar porque é algo bonito, né? C'est quelque chose de beau. Hein? Tu as déjà eu l'occasion de le voir en vrai à Paris? Oui, à Paris, oui. Une ou deux fois, oui. Et le défilé aussi, oui. Ah, super. Bom, a gente... Obrigado, Babas. Merci beaucoup, Babas. Obrigado. À bientôt, Babas. Ciao, ciao. E até a próxima. Bom fim de dia para todos.
par des ravages. We are from the north, we came from the south. We are the nation. We are from the north, we came from the south. We are the nation. Yes, we are. Est-ce que tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon? Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison.